is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces Chroniques à l'IRA. Nous sommes le 7 septembre. Je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de Gaëtan, Virgile, Cyril. Moi j'étais en vacances la semaine dernière, donc les gars, est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. C'est très agréable. On nous revoit tous en forme, je vois le chat, je vois qu'il y a du monde, je suis très heureux de vous retrouver. On aura l'occasion de reprendre les talks à l'IRA et toutes ces choses-là dès la semaine prochaine. On a même prévu quelques petites surprises, peut-être que Cyril et Gaëtan vous donneront quelques petites primeurs. En tout cas, aujourd'hui, c'est la chronique à l'IRA, il est 12h30. On a plusieurs sujets qu'on va aborder avec vous. Le premier sujet, on va aborder les fameux ETF, tout le monde en parle, même la presse moins spécialisée, ainsi qu'une petite nouvelle dans le mining, très particulière, qui nous vient en fait de l'Est, et très intéressante à aborder. On parlera un peu du Lido et du stacking, notamment ces 33% qui sont atteints, et MakerDAO qui a décidé de forquer Solana à son usage. Ça, c'est vraiment très mystérieux. J'ai hâte d'en apprendre davantage. En tout cas, voilà. Les chroniques à l'IRA, c'est tous les jeudis à 12h30 et ça commence à partir de maintenant. Donc, on va aborder le premier sujet si vous êtes d'accord. Les actus du Bitcoin, ETF et minage. Qu'est-ce qui s'est donc passé ces temps-ci? Je vous donne la parole, messieurs. Je prends très brièvement la parole et après Cyril, je pense que je te laisse en dire un peu plus. Globalement, il y a eu deux grosses news, on va dire ces dernières semaines, peut-être même ces 10 derniers jours concernant Bitcoin. Ça a été la victoire de Grayscale contre la SEC concernant son ETF, qu'on va développer juste un peu après. Et ça a été Oman, un pays qui a ouvert les investissements assez massifs au minage du Bitcoin. Et ça a pas mal de conséquences, notamment sur la loi islamique, sur comment le Bitcoin est considéré pour la loi islamique. Donc, c'est deux actualités assez intéressantes dont on va parler tout de suite. Donc, Cyril, si tu veux nous en dire un peu plus, peut-être. Pas particulièrement sur ce sujet, en l'occurrence, je ne connais pas. Okay. Sur la loi islamique, pour le coup, je n'ai pas les interactions. Mais sur l'ETF, peut-être, si tu veux, pour démarrer. Sur les ETF, globalement, il faut déjà rappeler ce que c'est qu'un ETF. Globalement, il faut quand même avoir en tête qu'un ETF, c'est littéralement un agrégat en fait, de plusieurs assets économiques. Très souvent, c'est fait plutôt avec des actions, du coup, actions ou pourquoi pas or ou pourquoi pas forex, donc du coup marché des devises. On crée des ETF pour faire en sorte d'avoir une sorte de répartition du risque sur différents éléments économiques. La chose qui est assez intéressante, c'est que de plus en plus, en fait, les ETF Bitcoin arrivent. Et donc, du coup, les gros institutionnels peuvent investir sur le Bitcoin via ces ETF. Petit rappel aussi, du coup, on est évidemment sur de la crypto-monnaie. On sait très bien qu'il y a des échanges centralisés, il y a des échangeurs décentralisés. Bref, globalement, on peut se demander est-ce que ces ETF possèdent bien les bitcoins? Et normalement, oui.
pour créer un ETF, il faut que les personnes mettant en place ces ETF possèdent ces bitcoins. Donc du coup, quand on a des ETF Bitcoin, normalement, il y a derrière réellement les bitcoins qui sont stockés. Et donc, du coup, il y a pas mal d'interactions qui sont assez intéressantes à ce sujet. C'est que puisque pour générer du coup ces ETF, on a besoin d'avoir du Bitcoin, ces ETF créent véritablement de la raréfaction du Bitcoin, puisque plus il y a de gens qui viennent acheter de ces ETF, plus il y a de gens qui achètent du Bitcoin en réalité. Donc c'est assez intéressant puisque ces ETF qui sont des agrégats économiques sont directement en fait des produits qui possèdent du Bitcoin, et donc du coup on interagit sur la blockchain, on interagit réellement sur la value, sur tout ça C'est autour du Bitcoin. c'est de la demande sur le marché, tout simplement, quoi. Globalement, Exactement. c'est une création de demande. Et je pense que, enfin, ça fait des années qu'on parle de l'ETF sur Bitcoin, et c'est pas pour rien qu'on pense que ça aura beaucoup d'impact. C'est parce que la plupart des investisseurs, des institutionnels aujourd'hui achètent des actifs via des ETF. C'est extrêmement facile. En fait, ils sont habitués via leur compte titre habituel. Alors, c'est les Fidelity, c'est les Interactive Brokers quand on est aux États-Unis. En France, c'est les DEGIRO, et j'en passe, qu'on connaît un peu tous. C'est extrêmement facile. Ça leur prendrait 2 clics en fait d'investir sur le Bitcoin. Là où aujourd'hui, c'est assez compliqué quand on est novice d'investir dedans quand même. Il faut soit se renseigner sur les wallets, soit passer par un Coinbase, un échange. Ce qui est un peu compliqué pour ce type d'institutionnels qui n'ont pas envie de faire l'effort. Donc l'ETF, ça permet franchement de démocratiser très facilement l'accès au Bitcoin. Et on a connu la même chose, j'étais trop jeune, mais pour les plus âgés, avec l'or apparemment au début du siècle, puisque quand l'or a eu un ETF, je crois que c'est 2004, mais peut-être 2007, je me rappelle plus très bien, on a eu vraiment un décollage du prix de l'or et une forte demande sur l'or, parce que c'était enfin facile d'accéder à l'or via un ETF, il n'y avait pas besoin d'aller acheter des pièces de monnaie ou des lingots, d'aller en banque. Enfin bref, c'était une solution de facilité. Et au final, plus on rend l'actif facile et liquide à obtenir, plus ça peut créer de la demande sur le marché. Ouais, tout à fait. C'est vrai que sur Twitter, on voit beaucoup de graphiques où on dit voilà, l'ETF Gold est arrivé à ce moment-là, et on voit effectivement l'envolée des prix puisque ça facilite l'accès à la liquidité. Enfin, rappelons Bitcoin pour toutes celles et ceux qui sont un peu amoureux de Bitcoin. Bitcoin est une monnaie, et une monnaie a besoin de liquidité. Donc c'est inévitablement, d'une certaine manière, une bonne nouvelle pour un actif numérique comme Bitcoin de pouvoir ouvrir ses vannes de liquidité à, on va dire, des organismes institutionnels comme on est là-dessus. Alors voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont assez méfiants. Est-ce que ça ne sera pas une porte ouverte à un moment donné à tous les travers qu'avait l'or papier? Vous savez qu'à un moment donné, on dit qu'il y a beaucoup plus d'or papier que d'or physique. On va donc peut-être à terme avoir beaucoup plus de Bitcoin papier, si j'ose dire, que de Bitcoin physique. Est-ce une manière de C'est tricher un tout petit peu sur les limites du 21 millions? C'est une critique que j'ai vu passer plusieurs fois. Il y a des articles intéressants écrits sur le sujet. La différence avec l'or, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui achètent de l'or via un ETF or, puis qui décident après de le récupérer. C'est très très compliqué d'aller récupérer son or physiquement. Là où ce sera beaucoup plus simple avec le Bitcoin en fait. L'avantage d'un ETF, c'est que tu peux Ouais. facilement en acheter et facilement récupérer l'actif sous-jacent, donc les Bitcoins. Et ce sera extrêmement facile à faire. C'est-à-dire, tu donneras une adresse Bitcoin, on te les enverra. Et donc, ce sera beaucoup plus facile d'auditer les réserves de Bitcoin détenues par les ETF que les réserves d'or. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dérives, comme tu l'entends, mais apparemment, le contrôle sera plus simple et on pourra plus facilement constater si oui ou non il y a un abus de ce côté-là. Ça reste quand même un inconvénient, je suis d'accord avec toi. Et puis, l'ETF, de manière générale, c'est aussi des institutionnels, des BlackRock, des Vanguard qui prennent possession d'une grosse partie du supply de Bitcoin. Et donc, ce n'est pas que positif pour Bitcoin. C'est sans doute, je pense en tout cas, en moyenne positif, mais il y a aussi des inconvénients. Notamment le Ouais. fait que ces grosses institutions pourront s'approprier une partie de la supply, quoi. C'est ça. Bon, après, tu n'as pas de pouvoir avec le supply sur Bitcoin, mais effectivement. Ouais, c'est un jeu à double tranchant. Ouvrir en fait les vannes aux institutionnels via les ETF, c'est aussi bien pour les gens qui ont du Bitcoin parce qu'ils croient dans cette monnaie et qui pensent que cette monnaie a un cas d'usage social, et tout aussi bien pour les institutions financières qui, eux, ne voient qu'un moyen de gagner de l'argent et de spéculer. De toute façon, c'est comme pour tout actif financier. Un actif d'entreprise, c'est à la base quelque chose de bien pour diluer de la valeur de trésorerie et ainsi de suite. Sauf que derrière, en fait, il y a quand même du trading à haute fréquence qui n'a strictement aucun sens par rapport à l'entreprise. Donc sur ça, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir des ETF? Seul l'avenir nous le dira. En revanche, pour ce que tu disais aussi, Gaëtan, c'est vrai qu'on peut les récupérer, ces bitcoins. Après, très clairement, il ne faut pas se leurrer, et il faut savoir que les gens ne récupéreront pas leurs bitcoins. Enfin, les institutionnels ne vont pas vouloir récupérer leurs bitcoins directement à partir des ETF, puisque dans tous les cas, les ETF sont des produits qui sont, tu le rappelais avec cette histoire d'audit, mais ce sont des produits qui sont gérés aussi par la SEC,
aussi par l'ensemble en fait des institutions d'État qui valident en fait l'exécution de ces ETF. Et derrière, donc, il y a un devoir de les posséder. Donc, en réalité, il n'y aura pas trop de problèmes. A priori, il n'y aura pas trop de problèmes. Il y a des ETF qui ont déjà annoncé d'ailleurs à partir de quelle source ils récupéreront donc, ces bitcoins. Il y en aura un sur Coinbase, apparemment, il y en aura un aussi sur. En gros, la plupart des échanges auront leur fournisseur d'ETF derrière. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et les échanges vont faire leur travail. Donc, on peut à peu près espérer que ça soit bien fait. Désolé Gaëtan. Non, vas-y. En fait, quand on fait un tour d'horizon des plateformes d'échange qui sont basées en Amérique, finalement, il n'y a que Coinbase qui soit un organisme vraiment bien implanté du point de vue réglementaire. Donc, il y a de fortes chances que ce soit l'entreprise par défaut des ETF. Tout à fait. Pour revenir sur le cas de Grayscale en particulier, qui était un peu la news du jour, et ça fait la transition avec ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Grayscale en fait et son procès contre la SEC? C'est qu'aujourd'hui, Grayscale possède ce qu'on appelle un trust, donc c'était le Grayscale Bitcoin Trust, si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert juridique. Et la différence entre un trust et un ETF, pourquoi c'est si important? C'est que justement, un trust, on ne peut pas en sortir. Les gens qui possédaient, quand Grayscale possédait le Bitcoin via son trust, on ne pouvait pas dire, moi je veux récupérer les Bitcoins sous-jacents. Il y avait un gros problème de liquidité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin Trust de Grayscale s'est changé avec un gros discount, je crois, de 30 à 40%, ça fluctue. Mais si vous achetez un Bitcoin sur le Grayscale Bitcoin Trust, il coûte 30% à 40% moins cher que sur le marché classique, comme sur Coinbase, par exemple, ou Index. La grosse différence du coup avec cet ETF, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir enfin rentrer et sortir assez rapidement, et donc on va perdre cette discount et augmenter la liquidité et la facilité de ce produit. Donc c'est très très important pour Grayscale, qui n'arrive plus à engranger en fait de nouveaux clients depuis très longtemps, puisque personne va acheter du Bitcoin, tout le monde achète la part, si vous voulez, avec les 30 à 40% de discount, plutôt que d'aller déposer du Bitcoin chez Grayscale, puisque vous gagnez 30% au passage, quoi. Donc globalement, le Bitcoin Trust de Grayscale n'a pas augmenté depuis longtemps à cause de ça. Et donc cet ETF, il est aussi majeur parce qu'on passe d'un statut de trust à un statut d'ETF. Donc c'est pour ça que cette décision de justice, elle est attendue. Et après, on peut rentrer peut-être dans les détails rapidement de la décision de justice, si vous voulez en parler. Ouais, vas-y. Donc globalement, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, Grayscale a fait une demande à la SEC pour devenir un ETF, donc pour transformer son trust en ETF, qui avait été rejeté. Alors je ne sais plus combien de temps ça a mis pour être rejeté par la SEC. Le Grayscale a été globalement contre ce rejet, n'a pas compris ce rejet, a décidé de mettre devant la justice pour que ce soit tranché. Et globalement, ce que la justice, après plusieurs mois de procès, a déclaré, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi la SEC avait refusé cette passage en ETF, alors qu'elle avait autorisé d'autres types d'ETF, qui sont les ETF Bitcoin Futures. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a les Bitcoin Spot et les Bitcoin Futures. Les futures, ce sont des dérivés de Bitcoin qui prédisent le prix du Bitcoin à un instant T. Bref, peu importe. Grayscale s'est basé là-dessus en disant, vous avez autorisé les ETF Bitcoin Futures, qui fonctionnent à peu près pareil qu'un ETF Bitcoin Spot dans les grandes lignes. Et donc, on ne comprend pas pour quel motif vous avez, si vous voulez, refusé notre passage à nous en ETF. Et la Cour a donné raison à Grayscale, qui a dit effectivement, les modalités sont les mêmes. Il n'y a pas de raison pour laquelle la SEC a refusé le passage en ETF. Et donc, on force la SEC on annule le refus de la SEC et on la reforce à rejuger votre dossier, à réanalyser votre dossier à nouveau. Voilà, c'est ce que j'en ai compris. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je ne suis pas juriste, mais j'ai compris ça du procès. Mais c'est vrai que cette notion de 2 poids 2 mesures a été très souvent dénoncée. On comprend bien qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, il y a des gros sous derrière, il y a d'ailleurs quelque chose d'extrêmement important. Moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est, de ce que j'ai bien compris, c'est qu'effectivement, si ces choses-là se cristallisent, ça veut dire qu'on pourra prendre du Bitcoin par l'intermédiaire de sa banque. Et je sais que quand on échange souvent, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, mais passer par un échangeur centralisé, déjà ça, c'est une clôture. Tu dois faire un KYC, tu dois montrer ton passeport à une caméra. Enfin, quasiment tout le monde en France, je précise bien, parce qu'on ne vit pas qu'en France, a un compte bancaire. Et en fait, quand tu vas faire un compte bancaire, on ne te demande pas de photographier ton passeport devant une caméra sur le web. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, c'est une institution et la pignon sur rue. Il y a quelqu'un en cravate qui te reçoit, tu fais un compte, tu signes. Avoir un compte bancaire n'est pas dangereux. Avoir un compte sur un échangeur centralisé, depuis la crise de FTX, Dieu sait que ça peut être dangereux. Donc pour le coup, pour le public, on se dit, si la banque vend du Bitcoin, c'est qu'il n'est pas dangereux.
Ouais, c'est qu'ils tuent pas des chatons, c'est que c'est pas d'extrême droite. Donc à un moment donné, ils vont se dire: «Bah, voilà, c'est peut-être quelque chose d'intéressant» et à mon sens, ça va démocratiser pas mal le fait que des gens vont plus facilement diversifier. Je dis pas investir, mais se dire: «Bah, voilà, chérie, on Mmh. va prendre un petit pourcent de bitcoin sur notre épargne juste parce que voilà, ça diversifie un peu» et ça va en fait, on va dire, déjà d'une part, bah, dédramatiser et démarginaliser l'usage de cette forme d'investissement, d'accord? Alors un compte bancaire n'est pas dangereux, bah, en France, pas tant que ça, hein. D'ailleurs, ça va, hein. On est dans un pays qui est plutôt bien. D'ailleurs, c'est parce que justement en France, c'est pas si dangereux que ça qu'on voit pas l'intérêt de Bitcoin. Oui, quand tu dis ça, surtout, c'est pour monsieur tout le monde. Pour monsieur tout le monde, un compte bancaire Bien n'est pas sûr, dangereux. Peu importe que ce soit vrai ou pas, pour monsieur tout le oui, monde, psychologiquement, ça n'est pas dangereux par rapport à un compte sur Coinbase ou FTX. Et c'est ça qui compte voilà. au final. La perception qu'ont les Psychologiquement. gens est essentielle, bien sûr. Exactement. Et du coup, comme ce que tu disais, Daniel, il y a même à un moment des gens qui prendront du Bitcoin sans même le savoir, qui Oui, voudront juste investir, prendront des ETF et juste ne sauront même pas en fait qu'il y a du Bitcoin à Tout à fait. l'intérieur des assets. Donc oui, c'est parce quand que même intéressant ça pour ça. pourra se trouver sur des produits dérivés de Bien sûr. épargne C'est nouvelle ça. enfin, Bah, placement de nouvelles il y a, technologies, machin, tout ça, quoi. il y a beaucoup d'ETF qui contiennent des parts d'ETF en fait en sous-jacent. Et donc, les gens prendront peut-être des ETF diversifiés dans lesquels il y aura 0,5 à 1% qui seront placés dans l'ETF Bitcoin. Et Donc, du coup, c'est super effectivement, intéressant. Ouais, bah, de C'est toute super intéressant parce que façon, c'est. Pardon, vas-y, je te laisse. désolé Cyril. Non, c'est, ce que je voulais dire, c'est que l'approvisionnement des ETF, ce sera pas vraiment un souci parce que tu as des institutions comme BlackRock qui détiennent, enfin, qui sont actionnaires majoritaires d'entreprises de minage, notamment aux États-Unis. Donc voilà, ils auront déjà un approvisionnement en BTC pour pouvoir les créer et bah, ça permet d'enchaîner sur le minage de Bitcoin finalement tout à fait. parce Est-ce que que je, est-ce que je peux hein? juste rajouter un truc sur les ETF? On parle beaucoup d'ETF Bitcoin parce qu'il y a eu des nouveautés avec la SEC récemment, mais il faut voir que de manière générale, dans le monde plus diversifié que juste l'Amérique ou l'Europe, il y a d'autres ETF qui existent ou d'autres conglomérats d'assets, et notamment il y en a de plus en plus avec les ETH. ETH commence à être considéré comme aussi une valeur pas forcément aussi refuge que Bitcoin, mais en tout cas qui est assez stable et qui ne subit pas tant que ça en fait les grosses variations du marché comme des altcoins un petit peu plus bas. Donc du coup, il commence à exister des choses comme ça. Il y a pas mal de produits financiers qui existent avec plein d'altcoins. On peut investir dans des boîtes d'investissement qui sont spécialisées dans les altcoins qui vous vendent des rendements énormes. Donc il y a plein de choses qui existent. Là, on se concentre sur Bitcoin parce que bah, c'est dans les actualités du moment. Voilà, juste pour être un tout petit peu exhaustif. Vas-y, tu peux y aller sur le minage, Virgile. Et juste pour avoir la dernière actualité du moment, il y a ce matin quelqu'un qui a fait une demande à la SEC pour un ETF ETH spot. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est ce matin, c'est la toute première personne à en demander. Voilà, donc cette demande ne concerne, ce sera plus long que pour Bitcoin, mais sachez que les deux BTC et ETH aux États-Unis, en tout cas, font l'objet de demandes en ce moment. Mmh. Et on peut Ça enchaîner. on pourra enchaîner peut-être dans l'acte 2, mais est-ce que les institutions de contrôle américaines sont plutôt bienveillantes avec TH depuis qu'une grande partie des stackers se trouvent aux États-Unis et qu'elles sont soumises au droit américain? Est-ce qu'on en parlera peut-être dans la deuxième partie quand on parle du stacking de Lido, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il y a peut-être politiquement, ça devient peut-être plus cachère, on en parlera. Bah, Parlons de minage. bah, justement, bah, le propos est plutôt bien trouvé parce que justement, il y a une émergence du minage, notamment dans le sultanat d'Oman, ou si je le prononce comme il faut. Il a été statué vers fin août que le sultanat d'Oman a investi environ 850 millions de dollars dans le minage de Bitcoin, dont un contrat de 300 millions avec une entreprise basée à Abu Dhabi. Là où le débat devient très intéressant, c'est que dans le enfin, c'est que dans Oman, c'est un État qui est régi par l'islam et notamment dans la religion islamique, il y a des principes relatifs à la finance qui déterminent si certaines choses sont tolérées ou non. Et actuellement, il y a un débat assez vif pour savoir si Bitcoin est halal ou haram, justement. Donc, D'accord. Exactement. Et du coup, de ce que j'en ai compris, moi, parce que je ne suis pas expert sur le sujet, mais le Oman a déclaré
en tout cas pour son pays, Bitcoin respectait la loi islamique, donc c'est la charia, si je ne me trompe pas, et que donc ils avaient le droit d'ouvrir l'investissement du Bitcoin aux investisseurs privés. Pardon. Là où j'ai vu deux sons de cloche différents, c'est qu'il y a des news qui te disent que c'est Oman qui a investi elle-même quasiment 800 millions de dollars. J'ai vu d'autres news qui disaient que non, Oman n'a rien investi du tout personnellement, c'est qu'Oman a laissé des investisseurs privés, a autorisé des investisseurs privés à venir investir à Oman. Et les sources les plus fiables que j'ai l'air de lire disent ça. C'est-à-dire qu'Oman, le pays, n'a pas investi son propre argent, ça a laissé des investisseurs privés venir ouvrir du mining de Bitcoin à hauteur de 800 millions à 1 milliard de dollars globalement. Donc je ne sais pas quelle est la vérité entre les deux. J'ai l'impression que c'est plutôt celle-ci, mais je n'ai pas assez de sources pour encore en être certain. En tout cas, notre Sébastien Gouspillot national a tweeté l'événement il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, alors je taquine un petit peu s'il nous écoute, il y a un petit air de ressemblance quand même entre lui et le représentant de l'État qui annonçait la chose. D'ailleurs, C'est la même personne. pas le seul à... beaucoup de personnes s'en sont moquées et on en a rigolé. Il a pris ça de bon côté. Alors, je voudrais juste poser une question. C'est du minage, donc si en fait, s'il propose ça, c'est qu'il y a un surplus d'énergie. Est-ce qu'on est quel genre de surplus d'énergie qu'il y a là-bas? Est-ce que par exemple, il y a des exploitations et qu'ils ont du gaz entre eux et qu'ils ne savent pas quoi en faire? C'est quoi l'idée? C'est de la torchère? C'est quoi? On lance quelque chose là-dessus ou pas? Il y a du minage à Oman, plus que ça? Non, mais s'ils ouvrent ça, c'est qu'il y a un surplus énergétique quelque part. Ils ne feraient pas ça s'il n'y avait pas de surplus. Alors, c'est la première fois qu'ils ouvrent, donc effectivement, je ne me suis pas renseigné sur le type d'énergie qu'ils avaient. Je sais que le prix est assez attractif, je l'ai vu ce matin, 16 centimes le kilowattheure, si je ne me trompe pas. Mais je ne sais pas d'où il vient. Ça doit être 6 centimes plutôt. Désolé de te couper. 6 centimes? Ok, je ne me rappelle plus. Après, j'imagine que les sources sont pétrolières, évidemment, mais j'ai pas l'info. Ils ont du pétrole et du soleil. Pratique. Tout à fait. Ça doit sûrement être utilisé. Les torchères doivent certainement être utilisées pour le minage du coup. Oui, c'est peut-être de la alors ça peut être soit du solaire et en fait ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à équilibrer leur solaire et ça serait pas idiot. Si c'est pas du solaire, si c'est de l'exploitation pétrolière, n'oublions pas que ça veut dire qu'il y a torchère, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui n'est pas d'assez bonne qualité pour être exporté. Sébastien, on parle très souvent de l'énorme quantité en fait de gaz méthane qui est expulsé, mal brûlé parce que il n'est pas assez raffiné pour être exploitable et que peut-être, je dis bien peut-être, j'en parlerai un peu à des professionnels, que c'est la manne qui se trouve là-dedans. Parce que si c'est pour cramer du pétrole, je trouve pas ça intéressant. Ouais, c'est une très bonne question à creuser. C'est est-ce que écologiquement, au final, ce que va faire Oman est positif ou pas? Est-ce qu'ils vont utiliser du pétrole qu'on pourrait avoir ailleurs dans le monde pour nos voitures, je vais simplifier, ou est-ce que c'est vraiment de la torcherie de méthane qui du coup est écologiquement intéressante? C'est une bonne question à poser. Je n'ai pas cherché pour l'instant. Après, les mineurs s'orientent toujours vers les sources d'énergie qui sont les moins chères. Si c'est des sources de renouvelables, finalement, c'est un gros bénéfice net sur l'industrie de l'énergie en général. Et donc dans le chat, on nous dit qu'apparemment un interview de Sébastien parlerait effectivement de torchère en ce qui concerne cette zone-là. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai là-dessus et je trouve ça plutôt cohérent. D'ailleurs, merci le chat d'être aussi présent. Ça fait plaisir de vous voir très actif aujourd'hui. C'est très bien, ils réagissent, ils complètent ce qu'on dit, donc c'est vraiment super. Ouais. Il y a d'autres choses à dire? Non, mais je pense qu'on peut passer au... Voilà, n'hésitez pas si vous tombez sur des petites informations à les mettre sur le chat. Et on peut passer au deuxième sujet. Si tu veux, pour terminer avec le sujet de Bitcoin, c'est que pour finir avec le sujet du débat, c'est que il y a certains érudits qui trouvent que l'utilisation de Bitcoin n'est pas tolérable, notamment à cause de sa nature spéculative, parce que ça varie très fort par rapport à n'importe quelle autre classe d'actifs. Mais certains trouvent son utilisation tolérable, notamment parce qu'il n'y a pas de riba. Et riba, on pourrait traduire ça par l'intérêt ou l'usure. Oui. Et si jamais une classe d'actifs a justement un riba, il n'est pas tolérable puisque l'intérêt profite un acteur au détriment d'un autre. Et l'utilisation de Bitcoin est cohérente avec la finance islamique puisqu'il n'y en a pas, c'est juste de l'énergie qui est dépensée. Contrairement à Ethereum où il y a un vrai intérêt. Et juste si on parle de tout ça, c'est parce que du coup, c'est un impact dans les pays qui veulent ou non gérer le Bitcoin. Et il faut pas oublier, Et il faut pas oublier que, en fait, les lois religieuses ont très longtemps réglé les lois économiques.
C'est encore le cas aujourd'hui, par exemple, pour les pays comme Oman. Mais il ne faut pas oublier que l'usure n'était pas autorisée par le christianisme pendant très longtemps. Il a fallu attendre que les protestants arrivent, ainsi de suite. Bref, il y a toute une histoire économique qui est assez intéressante à voir entre religion et économie. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle tranquille. Et pour conclure, le prochain grand pays islamique qui devrait autoriser le Bitcoin et le minage, ça devrait être l'Indonésie. De ce que j'en ai vu apparemment, il y a qui est le pays avec le plus de pratiquants islamiques. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça, parce que c'est énorme, l'Indonésie. Il y a beaucoup C'est de... le premier pays musulman du monde, ouais. Voilà, c'est ça. J'avais peur de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc c'est aussi... Ce qui serait un sacré renversement de situation, parce qu'il y a quelques années, il y avait des vidéos en Indonésie où tu avais des bulldozers qui écrasaient des ASIC. Il y avait eu ça à un moment donné, il y avait eu des saisies. Après, c'était des mineurs illégaux, hein, c'était des mineurs qui se branchaient illégalement sur les réseaux électriques, donc c'est un véritable problème électrique là-bas. Mais effectivement, voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment un changement de vision des choses, une nouvelle façon d'aborder les choses. Je sais qu'effectivement la finance islamique est très 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 sévère avec cette notion d'usure. Je suis pas du tout expert, mais on invitera peut-être quelqu'un pour nous en parler un peu parce que c'est un sujet qui pour moi est passionnant. En tout cas, bon voilà, je pense que on a à peu près fait le tour. Sujet 2. Donc, on va faire la transition effectivement avec, parce qu'on a parlé d'Ethereum, puisqu'on a parlé effectivement de la position un peu particulière d'Ethereum aux États-Unis. Lido très proche des 33%, donc c'est un tiers du stacking des Ethera. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, et peut-être veux-tu parler du webinaire avant, non, Daniel, en transition? Alors on peut parler du webinaire. Sachez qu'effectivement nous avons un webinaire ce soir à 18h. Donc on mettra le lien sur le chat à plusieurs reprises et on aura naturellement aussi l'occasion de vous le rappeler enfin. Les 4 parcours seront présentés. Donc nous aurons 4 parcours. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la maison, vous savez que normalement il y a 3 parcours, consultant, développeur et finance centralisée. Un 4e parcours vient d'ouvrir, très particulier, unique en France et à mon avis unique en Europe et pas très loin d'être unique au monde, qui est un parcours sur la tokenomics. Donc, vraiment c'est un art délicat avec des véritables experts du domaine puisque c'est l'entreprise Nomix, donc des auditeurs spécialisés dans la tokenomics avec qui on a été en partenariat, qui vont pouvoir vous offrir un contenu qui est relativement rare, qui a été très demandé de la part des anciens, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose, voilà, c'est abordé très légèrement en consultant, et c'est pas quelque chose qu'on peut aborder à la légère, donc il faut vraiment une véritable spécialisation là-dessus. Donc c'est le premier parcours qui est très profondément spécialisé. C'est un très beau produit et j'ai vraiment hâte de le voir en action. Donc on aura l'occasion de vous le présenter beaucoup plus en détail à 18h ce soir au webinaire. Parfait. Pour enchaîner sur Lido, du coup, en gros, Lido a fait beaucoup l'actualité du dernier jour, parce qu'on s'approche très très fortement de 33% des terres stackées possédées par Lido, et que 33%, c'est pas un chiffre qui sort de mon chapeau, hein, ça a des impacts sur la blockchain. Et donc le but, c'est de parler un peu de tout ça, et peut-être de commencer par un état des lieux du stacking sur Ethereum, ça vous va? Allons-y. On regarder Avec notre beau plaisir. dashboard. Je crois qu'on l'avait déjà présenté une fois en chronique. Hop, je vais essayer de le retrouver. Les fameux dashboards de Dune. Tout à fait. Ça, c'est pas un environnement opaque, hein, la blockchain. Hein. Tout est Non. minutieusement visible, open source, et voilà. Il suffit d'apprendre à lire. C'est comme beaucoup de choses. Vous savez, l'écriture, la lecture, quand on ne sait pas le faire, ça a l'air obscur. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Vous voyez bien mon écran? On Tout à est fait. Ouais, ça marche nickel. Parfait. Alors, ça peut paraître un peu angoissant au début quand on arrive sur le dashboard, mais il est très facile à lire. On a en haut à gauche le nombre d'Ethers qui sont actuellement stackés sur la blockchain Ethereum. Donc, on est à 26 millions et quelques d'Ethers stackés, ce qui représente 22% de tous les Ethers, donc de la supply totale d'Ethers actuellement en staking. Donc, c'est un pourcentage qui est faible par rapport à beaucoup de blockchains proof of stake, mais qui est en très forte augmentation. Hein. Ça ne fait qu'augmenter au cours des semaines. Et pour Ethereum et une telle capitalisation, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Sur ces 22% d'Ethers stackés, justement, on a différents organismes, on va appeler ça comme ça, qui stackent ces Ethers. Et la répartition à travers ces organismes est représentée plus bas. Ici, alors soit dans un tableau, soit dans un... J'ai oublié comment ça s'appelait, un diagramme. Vous allez me donner le nom. Un camembert. Un camembert, merci. C'est un facile, camembert on un peut peu savoir trop. dire, C'est un anneau pour être précis. Ouais, Ça bon, va. t'as raison. Et donc, on voit en fait cette très très forte dominance d'un acteur en particulier
qui est Lido, qui possède aujourd'hui 32,43% des Ethers stackés. Alors Lido possède rien du tout. Lido, c'est une entreprise qui met en correspondance des opérateurs de nœuds. C'est pas Lido l'entreprise, ni quoi que ce soit. C'est une DAO Lido. Donc Lido ne possède rien. Mais les opérateurs qui travaillent avec Lido forment 32,43% des Ethers stackés. Et ça s'approche extrêmement dangereusement des 33% qui ont un impact du coup sur le consensus d'Ethereum. On y vient juste après. Juste pour vous donner un état des lieux des autres acteurs, pour vous montrer la différence entre Lido et les autres. 29%, c'est ceux qui sont non identifiés. Donc globalement, c'est la plupart des solo stakers, donc les gens qui sont à la maison, comme vous et moi, qui pourraient staker. Donc on ne sait pas qui c'est, ils ne sont pas identifiés. Ça représente environ 29% du staking. Le deuxième acteur ensuite, c'est Coinbase avec 8%, Binance 4%. Figment 4%, et donc le prochain protocole assez décentralisé de Liquid Staking Token, de Liquid Staking Derivative, c'est Rocket Pool, il est là, avec 3%. Il est en forte augmentation aussi, mais on a une sacrée différence entre les 3% de Rocket Pool et les 33% de Lido. Et c'est donc tout le débat du jour, c'est est-ce que c'est dangereux d'avoir Lido qui est à 33%, qu'est-ce que ça implique, et qu'est-ce qu'il faut faire globalement. Voilà pour l'introduction, je vais arrêter de partager, comme ça on peut lancer le Ouais. débat. Pour rebondir sur la petite blagounette au niveau du chat, déjà que Surfing Bitcoin se passe dans un casino et que les gens s'en moquent, le plus grand stacking a un nom de cabaret. On va vraiment, on choisit pas bien les noms, hein. On choisit pas bien les noms de l'écosystème. Moi, j'aurais une question à te poser et après, je laisserai la parole à tes collègues. Déjà, pourquoi Lido arrive à engranger autant de stacking? Alors, pour les échangeurs centralisés, on comprend très bien, hein, tu as tes Ethers chez Binance, Binance te propose de les stacker, il les stack pour toi, c'est évident. Par contre, là, c'est décentralisé. Comment ça se fait-il qu'il a réussi, Lido a réussi à attirer autant de personnes pour stacker ses Ethers? Il y en a d'autres qui existent aujourd'hui, ils font tous à peu près le même travail de mettre en relation les gens. Lido a deux éléments importants. Déjà, ils avaient une sorte de primauté parce qu'ils étaient là dès le début, et ils étaient là dès le début en proposant un produit qui est clean, qui est utilisable et qui paraît, ma foi, très sérieux. Deuxième élément, ils sont extrêmement intégrés dans tout l'écosystème DeFi. Donc du coup, avec ce qu'on récupère de ce qu'on a staké chez Lido, on va pouvoir en fait les réutiliser pour notamment refaire des petits sous-sous à partir de tout ça dans les écosystèmes DeFi. Donc il y a un réel intérêt finalement à aller venir staker chez Lido, et tout l'écosystème l'a bien compris aujourd'hui, et donc du coup utilise Lido. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est amené à rester strictement bloqué dans le temps, hein, cette primauté et cette intégration dans l'écosystème. Et les autres fournisseurs de liquidity staking permettent en fait maintenant de plus en plus ça. Donc à tout moment, ce truc peut shifter aussi. Ouais. Okay. En fait, je voulais aussi rajouter quelque chose avec tout ce que Cyril a déjà dit, c'est que en fait dans un protocole de liquid staking, eh bien on a quand on dépose un Ether en staking, on reçoit un équivalent qu'on appelle un liquid staking token qui nous permet d'avoir un token nous permettant de bénéficier des revenus qui proviennent du staking d'Ether. Mais sauf que sur ces tokens-là, il y a une commission qui est fixée. Et justement, la raison pour laquelle Lido a autant de parts de marché, c'est parce que sa commission, elle est fixée à 10%, qui est une commission relativement faible. En comparaison, Rocket Pool, qui est considéré comme l'alternative principale, ils doivent avoir entre 14 et 15% en ce moment. Donc, ce sont ces pourcentages qui font vraiment la différence dans les parts de marché. Si on revient sur les 33% en tant que tel, du coup, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète, est-ce qu'on s'émeut, et pourquoi est-ce que toute la communauté un peu c'est alarmé? On le savait déjà, mais le fait de s'approcher des 33 a réalarmé un peu tout le monde. En fait, c'est qu'il y a 3 niveaux importants dans le consensus d'Ethereum et dans beaucoup de blockchains proof of stake, mais Ethereum en particulier. Il y a le 33%, il y a le 50%, il y a le 66%, et il faut comprendre le pourquoi de ces 3 pourcentages. En fait, si un acteur possède 33% du staking d'Ethereum et qu'il n'est plus capable de finaliser, de valider des blocs, ou qu'il ne veut plus valider des blocs, ou qu'il veut en valider d'autres, la blockchain Ethereum ne peut plus finaliser dans son ensemble, parce qu'il faut plus de 66% des validateurs qui se mettent d'accord pour finaliser la blockchain. Alors le consensus d'Ethereum est un peu compliqué, il y a un aspect finalisation, qui demande d'avoir 66% de tous les validateurs qui sont d'accord. Et puis, il y a un autre aspect qui permet la disponibilité de la blockchain, même si on ne finalise pas. Mais si on se concentre sur la finalisation,
À partir du moment où un acteur possède plus de 33%, cet acteur décide d'embêter tout le monde, tout simplement, et de ne pas valider certains blocs, de ne pas finaliser certains blocs, et ben la blockchain, de manière générale, ne peut plus finaliser. Et quand la blockchain ne peut plus finaliser sur Ethereum, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour la protéger, notamment l'inactivité leak, qui fait qu'il y a énormément de gens qui vont perdre des Ethers. C'est-à-dire que sur leurs Ethers stackés, à chaque époque, à chaque bloc, pour simplifier, les personnes qui stackent leur Ether vont perdre un peu d'Ether. Alors, notamment ceux de Lido, en l'occurrence, parce que c'est des personnes qui ne votent pas pour la chaîne principale qui perdraient. Donc, les personnes qui ont déposé leur Ether chez Lido, si Lido venait à ne plus valider des blocs, perdraient des Ethers au fur et à mesure du temps. Donc, ça, c'est un premier problème, c'est l'arrêt de la finalisation de la chaîne et le déclenchement de l'inactivité leak qui ferait perdre des Ethers aux personnes qui stackent. Le deuxième, si on atteint les 50%, ce serait que quand un acteur possède plus de 50% d'une blockchain, notamment en proof of stake, il peut faire une attaque à 51% et donc il décide de quelle est la blockchain canonique, quelle est la vraie blockchain. En fait, il a le poids, lorsqu'il y a un fork, de décider quelle est la blockchain canonique, la véritable blockchain. Donc, si Lido venait à posséder plus de 51% du pourcentage, Lido pourrait, c'est un peu compliqué parce que Lido c'est une DAO qui contient plusieurs opérateurs de nœuds, mais pourrait influencer ces opérateurs de nœuds et donc décider sur quelle blockchain ils attesteraient et quelle serait la vraie blockchain canonique. Donc en cas de fork, ils auraient un impact majeur. C'est un peu comme l'attaque 51% sur Bitcoin, si vous voulez, c'est un peu le même principe. Et ensuite, le pire, si Lido possède 66% des Ethers, là, ils sont capables de décider quelle est la bonne blockchain et en plus de la finaliser. Donc on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Parce que quand tu es à 51%, tu décides quelle est la blockchain principale. Mais si quelqu'un d'autre prend 51%, tu peux remonter en arrière. Si tu possèdes 66%, c'est toi qui décides quelle est la bonne blockchain. Et en plus, tu finalises le truc. Donc, c'est impossible, c'est irréversible. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, c'est les trois un peu pourcentages qui sont importants dans le cadre du consensus d'Ethereum. 33%, 50% et 66%. Et donc là, ils atteignent le premier palier, 33%. Et c'est pour ça que tout le monde s'émeut. Ouais. Et alors d'autant plus, comme l'a souligné Cyril tout à l'heure et comme le précise Gaëtan, il y a un truc aussi, c'est que si on arrive à ce 66%, c'est un peu le cas pour toutes les blockchains, il y a des mécanismes de théorie des jeux et de stratégie de la gâchette qui sont très forts. C'est qu'en fait, tu vas devenir le roi d'un tas de centres qui va cramer tout seul. Parce qu'effectivement, plus personne le cours va s'effondrer, les gens vont se dire mon Ether il sert à rien parce que ça n'a pas de valeur ajoutée par rapport à Amazon, au cloud d'Amazon. Donc tu deviens roi de quelque chose que tu détruis toi-même en devenant roi. Et donc ces mécanismes-là s'équilibrent un peu. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que si effectivement Lido sur son 33% commence à faire du caca, il ne finalise pas. Je ne sais plus combien de. C'est des époques en fait que tu finalises, c'est un certain nombre de blocs. C'est pendant 4 époques que tu finalises pas, je crois. Voilà, c'est ça. S'ils font ça, ils sont sanctionnés. Donc, ils ne vont pas faire ça par caprice. C'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes-là qui sont très liés sur une notion de homo economicus, de théorie des jeux, fait que les stratégies de vauriens sont sanctionnées par le système elle-même. On n'a pas besoin d'avoir un juge. Mais par contre, ça peut être des choses, on peut par exemple shorter Ether, il y a plein de petites choses quand même. Et ça marcherait, mais aussi le problème de Lido, c'est qu'ils ne sont pas alignés avec Ethereum. Lido, ils sont fortement économiquement dépendants d'Ethereum, mais ce n'est pas un protocole dédié à Ethereum. Ils ne sont pas philosophiquement extrêmement alignés avec Ethereum. Ils sont développés sur plein d'autres blockchains. Et donc, Lido pourrait faire ce que tu dis, c'est même s'ils perdaient eux-mêmes des Ethers, faire une attaque, parce qu'au final, ils ne sont pas extrêmement alignés et philosophiquement parlant. Économiquement, ils le sont un peu et philosophiquement pas trop avec Ethereum. Sinon, ça ferait longtemps qu'ils se seraient limités eux-mêmes en dessous des 33% en fait. Donc, on peut craindre ce genre d'attaque quand même. Et ça me permet de rebondir sur ce que dit Basile dans le chat, le fameux pack que Lido n'a pas voulu signer. C'est vrai qu'il y a quelques jours de ça, il me semble que c'était il y a 6 jours, j'ai l'article devant moi, ouais c'est ça. Il y a eu un petit pack qui a été signé par Rocketpool, Stakewise, Stader Labs, Diva Staking et Buffer Finance qui se sont mis une sorte de règle d'auto-limitation à 22% du coup, et du coup ils disent que voilà, s'ils arrivent à cette limite-là, ils arrêteront. Bon, c'est un truc assez simple pour eux puisqu'ils ne sont pas à 22%, ils ne sont pas, donc ils sont dans le bull roll. Mais il n'empêche que, en tout cas, c'est bien en tout cas d'avoir des acteurs qui ont comme volonté de ne pas complètement casser la machine, qui leur rapporte des sous-sous. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire une espèce de loi antitrust qui est votée par consensus par tous les acteurs. C'est plutôt bien. C'est ça. Après, comme le dit Cyril, c'est très facile quand tu es à 0 et quelques pourcents. C'est facile à dire, quoi. Donc, évidemment, ça a été un peu ironisé par certains, ce qu'on peut comprendre. Néanmoins, ils ont fait un engagement public. Donc, s'ils ne respectent pas leur engagement plus tard, quand ils seront dominants, on pourra, entre guillemets, les mettre devant le fait accompli, quoi. Après, par contre, pour dénommager Lido, parce qu'il y a aussi du positif chez Lido, il faut comprendre que Lido ne contrôle pas et ne décide pas ce que fait avec ses Ethers. C'est des opérateurs. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. Donc, ce sont les opérateurs qui décident sur qui ils votent et sur qui ils attestent. Ce n'est pas Lido en tant que tel.
Par contre, Lido a le pouvoir, avec son token et avec sa gouvernance, de supprimer des opérateurs ou d'en ajouter. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, Lido peut rien faire, mais au fur et à mesure du temps, il pourrait dire, au final, j'en veux qu'un opérateur qui suive exactement ce que je dis, ou alors je coerce les 30 pour qu'ils fassent exactement ce que je dis, et donc j'aurai du pouvoir sur Ethereum. Mais à très court terme, en tout cas, c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est pas Lido, ce sont les opérateurs à qui les Ethers sont stakés. Il y en a 30, et Lido fait un énorme travail pour maximiser et augmenter le nombre d'opérateurs. Donc aujourd'hui, il y en a 30, il y en aura beaucoup plus à moyen terme. Et il y aura même du solo staking, comme un peu Rocket Pool, qui va être permis par Lido. Donc c'est-à-dire que vous et moi, on sera capable de manière permissionless de rejoindre Lido comme étant validateur. Alors il faudra sans doute avoir une très bonne connexion, une bonne disponibilité Internet et ainsi de suite. Mais ce sera possible. Donc ça fait longtemps qu'ils l'ont annoncé. Pour l'instant, ce n'est pas live, mais il faut leur reconnaître qu'ils sont en train de décentraliser leurs opérateurs de nœuds. Et donc ça pourrait s'améliorer avec le temps. La deuxième bonne opération qu'ils sont en train de réaliser, c'est qu'aujourd'hui, c'est le LDO token qui décide de la gouvernance de chez Lido. Et ce LDO token, il est extrêmement centralisé. Globalement, il est entre les mains de 10 à 15 entités qui peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent. Donc, si vous voulez, globalement, 33% du stack d'Ethereum, au final, dépend un peu de 15 personnes. Donc, on est très loin de la décentralisation voulue. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et donc, Lido va mettre une dual gouvernance, va dire, en fait, maintenant, ce sont les LDO tokens qui voteront. Mais les possesseurs de STETH, donc du fameux token du token proxy qui représente vos Ethers stackés chez Lido, auront un droit de veto. C'est-à-dire que si une majorité de stack Ether vote contre une proposition, même si les LDO holders auront choisi une proposition A, les possesseurs de STETH pourront faire un veto et dire non, on n'est pas d'accord. Nous sommes les personnes qui possèdent les Ethers stackés chez vous et on est contre votre décision. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, c'est un moyen de contrecarrer ce monopole, cette très mauvaise distribution du LDO token. Donc, il faut quand même les féliciter pour ça. Ils font des choses pour améliorer leur décentralisation. Il y a encore beaucoup à faire, mais ils sont au courant de leur propre amélioration, on va dire ça comme ça, et de ce qu'ils peuvent réaliser. Dans tous les cas, la décentralisation prendra du temps. Tu prends des protocoles de DeFi de référence comme MakerDAO ou Aave. Ils ont mis respectivement 4 et 6 ans pour avoir un niveau de décentralisation satisfaisant. Donc pour Lido, on peut s'attendre à une même durée. Ouais. Une question intéressante qui est posée sur le chat. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qu'on appelle un nœud et ce qu'on appelle un validateur? Parce que la confusion est souvent fréquente. Je peux la faire si vous voulez. Ouais, vas-y. Un nœud, c'est tout simplement quelqu'un qui fait tourner la blockchain Ethereum chez lui, donc qui a téléchargé les logiciels, les clients de la blockchain Ethereum. Donc il en faut 2 pour Ethereum, le consensus client et l'execution client. Globalement, c'est quelqu'un qui a la blockchain à la maison sur un petit PC. Et ça se limite à ça. Donc il reçoit les transactions, il reçoit les blocs des autres, il vérifie que les transactions et les blocs sont valides, il les envoie à ses pairs, mais ça s'arrête là. Un validateur, c'est quelqu'un qui est par défaut un nœud. Donc, pour être validateur, il faut être un nœud, mais qui a en plus une tâche supplémentaire qui est de proposer et de créer des blocs. Et pour ça, dans le cas de la blockchain Ethereum, il a besoin de mettre en jeu des Ethers, donc en l'occurrence 32 Ethers. Donc, pour être un nœud validateur sur Ethereum, il faut avoir un nœud, mais il faut en plus avoir mis des Ethers en enjeu, 32 Ethers au minimum, pour avoir ce droit de, en plus de vérifier les transactions et de vérifier les blocs, être capable de proposer des blocs. C'est ça la différence entre un nœud et un nœud validateur. Tout à fait. Il n'y a pas de rémunération pour être un nœud. Ouais, le nœud est un passe-plat, c'est-à-dire qu'en fait, il va participer au réseau peer-to-peer finalement. Et il va plus pouvoir qu'un passe-plat, valider. Il vérifie, et c'est extrêmement important. Il vérifie effectivement que les nœuds sont valables, et il passe les nœuds valables. Et à un moment donné, certains ont le droit de forger ces fameux blocs. Je crois que le terme utilisé, c'est pas miner, mais c'est forger chez Ethereum. Tu me diras si je me corrige. C'était le cas. Maintenant, c'est proposé avec le proof of stake, mais à l'époque, c'était ça. On est passé de la forge à la proposition, tu vois, c'est ça le travail de l'argent et du travail C'est du capital. écologique, c'est écologique. Le vocabulaire change, la lutte des classes commence, tu vois. Ce n'est plus l'argent du travail, c'est c'est la proposition du capital, tu vois. Un jour, on parlera de l'état des nœuds. Ça peut être intéressant aussi bien pour la diversité que pour les light clients, ce que ça fait. Ça pourrait être intéressant. Et justement, une question que je me pose par rapport à ça, 22% stacking, moi je trouve ça ridiculement trop peu en fait. Enfin, peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peu d'Ethers, en fait. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens il y a beaucoup. Peut-être que 60% des gens ont. 60% des Ethers sont possédés par des gens qui en ont un tout petit peu pour faire des transactions. C'est peut-être ça aussi. Le truc, Daniel, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Ether, c'est aussi la monnaie d'utilisation du réseau. Tout à fait. Et donc, du coup, si on a envie de pouvoir utiliser le réseau, il faut avoir des Ethers. Et les Ethers sont utilisables dans plein de choses. Aussi bien pour utiliser les DApp que pour faire de la DeFi et ce genre de choses.
Donc, du coup, si la rémunération de l'ETH via le staking est pas assez haute, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison économique d'aller vraiment vers le staking. Là, aujourd'hui, on est sur un système qui est cohérent, dans lequel on a une monnaie qui est utile et qui est aussi utilisée comme investissement pour pouvoir continuer le réseau. En fait, je trouve que 22%, on est sur un chiffre qui n'est pas déconnant. D'accord. Je vois pas le truc arriver à 50%, ça n'a pas C'est-à-dire d'utilité. Quand vous parlez du 22, vous parlez du 22% d'Ether stacké actuellement, c'est Ouais, ça? ouais, Ou tu c'est parlais ça. de la limite des 22, parce que c'est la, Non, 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 on a parlé 2 fois des 22. Oui, c'est vrai. non, c'est non, vrai. c'est là. Ok. Ça veut dire Oui, en fait que lui. Ouais. bah, Cyril a parfaitement raison. En fait, Ethereum ne veut pas que 100% des Ethers servent à du stacking, contrairement à beaucoup, beaucoup de blockchains. C'est que Ether, ça doit aussi être une réserve de valeur, ça doit aussi servir à utiliser le réseau, ça doit servir en DeFi, comme justement réserve de valeur pour emprunter, servir de collatéral. Et donc, il n'y a pas de volonté dans le protocole d'Ethereum à avoir 100% des Ethers stackés. C'est pour ça que la récompense des validateurs est assez faible. On parle de 2 à 3, 4% par an. Et c'est fait exprès. Et ça décroît, plus il y a de validateurs, plus ça décroît, cette récompense. Ça veut dire en Donc fait que. tout est fait pour qu'il Ouais. n'y ait pas 100% de terre stackées. Ouais, c'est un véritable mécanisme d'équilibre qui fait que il faut qu'il y en ait, mais pas trop. Et si on a trop, ça devient pas rentable. Et l'utilité, comme le côté utilité token d'usage du réseau décentralisé qui est le réseau Ethereum que donne Cyril, prend le dessus sur le petit pourcentage qu'on gagnerait. En fait, c'est ça l'idée. Et tu vois, économiquement, ça a moins de sens d'aller staker que, par exemple, d'investir chez Maker pour aller récupérer toute leur monnaie. Et le 8% est faible. Quelle merveilleuse transition d'ailleurs. En l'occurrence, Maker DAO, qui d'ailleurs ne serait pas si éther que ça et serait même un peu Solana sur les bords. Faudrait que tu nous en parles, Virgile. C'est quoi cette histoire? Exactement, Attends. exactement. Et Calme. merci Cyril et Daniel d'avoir amorcé le sujet. Pour le contexte, en gros, ce qui se passe sur MakerDAO, c'est que depuis l'année dernière, il y a un de ses cofondateurs, Rune Christensen, qui a annoncé ce qu'il appelle le endgame. En gros, le endgame, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une transformation majeure de MakerDAO qui annonce plusieurs changements significatifs pour le protocole. Pour citer quelques-uns d'entre eux, ce serait de créer son propre liquid staking token. D'autre part, ce serait de réduire l'exposition aux actifs tokenisés, notamment les bons du Trésor américain. Et le troisième, qui fait l'objet de notre sujet aujourd'hui, qui est d'avoir sa propre blockchain. Et là où Rune Christensen a fait polémique, c'est que sur un topic du forum de gouvernance de MakerDAO, eh bien, il a proposé Solana et Cosmos comme alternative principale pour construire sa blockchain. Alors Ah. que la communauté d'utilisateurs de MakerDAO, elle est basée sur Ethereum. Et il y a eu de très vives réactions vis-à-vis de ce choix-là. Et les débats sont toujours en cours pour savoir quelle base technique utiliser pour développer la blockchain de MakerDAO. D'accord. Ça me fait poser une question que je vais poser à Virgile. Moi, j'ai pas très bien compris ce qui va être sorti d'Ethereum et ce qui va être laissé. C'est-à-dire qu'apparemment, de ce que j'ai compris, l'interface utilisateur, les vaults, le DAI en tant que tel reste sur Ethereum. C'est simplement un peu le back-end de MakerDAO qui serait sur sa blockchain native, donc peut-être un fork de Solana. Est-ce que tu as un peu plus compris cette séparation, toi, entre les deux? Parce que c'est pas clair dans ma tête. Bah là, en gros, il y a de plus en plus de projets DeFi qui veulent leur propre blockchain. D'une part parce que ça permet ça permet d'avoir un environnement plus adapté à ce que le protocole propose. Et d'autre part, eh bien, tu as beaucoup moins d'abus qui peuvent être, qui peuvent pénaliser les utilisateurs. Parce que je pense notamment sur le prix du gaz. Sur le prix du gaz, on peut faire des manipulations qui coûtent beaucoup moins cher que des smart contracts. Et surtout, tu as une thématique dans toutes les blockchains qui s'appelle la Maximum Extractable Value ou MEV et qui, qui pénalise vraiment les utilisateurs puisque la plupart du temps, tu peux faire des attaques de MEV comme devancer les transactions d'autres utilisateurs ou manipuler les prix de certains tokens pour faire du profit sur le dos des autres. Et en créant leur propre blockchain, eh bien, ces protocoles peuvent contrôler ces manipulations-là. Et, euh, et même, euh,
Et même pourquoi pas, pourquoi pas valoriser ce type d'activité. Ouais, mais C'est tu pardon. pouvais faire ça sur un layer 2 qui se committait sur la main chain Ethereum. Mm, Pourquoi mm, changer mm. de techno? Ouais, et tu soulèves un très bon point, Daniel. Vu que la base d'utilisateurs est fidèle à Ethereum, eh bien, ça paraissait surprenant que Rune Christensen n'ait pas mentionné tous les projets de Layer 2 qui existent déjà ou qui sont en cours de développement. Et sur le lien que j'avais mis dans le chat de Twitch, eh bien, il y a pas mal de propositions différentes qui ont été mentionnées pour pouvoir créer sa blockchain. Mais c'est un excellent débat que tu ouvres, Daniel. Ah, je m'entends en écho, je sais pas chez qui ça vient. Ok, pardon. Qui est le choix entre créer sa blockchain native à soi et puis développer un layer 2 où on n'a pas besoin d'avoir sa sécurité. On était un peu passé de mode sur, je l'avais dit la semaine dernière même, je crois, sur développer sa propre blockchain et tout le monde allait un peu sur les layer 2. Donc quand Rune a annoncé ça, ça a un peu choqué l'opinion, mais il a essayé d'expliquer pourquoi et c'est intéressant. Lui, il veut vraiment utiliser le code source de Solana qui est excellent pour l'exécution. Solana a créé une blockchain qui est très très qualitative et très performante sur l'aspect exécution. Elle a des problèmes sur l'aspect décentralisation, consensus, mais sur l'aspect exécution, elle est excellente. Et lui, dans son idée, il n'avait pas besoin d'une blockchain très décentralisée, il voulait vraiment une blockchain extrêmement performante sur l'exécution pour être la plus performante et la moins chère possible. Donc il pensait qu'il fallait du coup forquer le code source de Solana, et il a appris, c'est marrant, parce que pendant des gens lui ont répondu, il a appris que des projets sont en train de créer un layer 2 avec comme machine virtuelle Solana, la machine virtuelle de Solana. C'est Eclipse qui fait ça, si vous voulez le nom. Ça s'appelle le SVM, donc je pense que c'est pour, je sais pas si c'est pour C-Level Virtual Machine ou Solana Virtual Machine, je pense que c'est C-Level. Mais le but justement, c'est d'avoir l'excellente exécution de Solana, qui est vraiment très très bien faite sur le sujet. Ils ont vraiment fait une Le blockchain très Proof très of bonne. History, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est un mélange de Proof of History. Le Proof of Non, History, si tu veux, mm, c'est pas vraiment, c'est plus sur l'aspect consensus que sur l'aspect exécution. D'accord. Donc il y aura quand même du Proof of History, mais peu importe, l'exécution serait. concrètement, désolé Gaëtan, concrètement, Solana, c'est une blockchain proof of stake et proof of history, c'est une sorte de couche supplémentaire pour améliorer l'exécution. C'est D'accord. ça. C'est ça. Désolé Gaëtan. Et donc le principe du SVM, c'est de dire, on va utiliser la décentralisation qui est très bien faite d'Ethereum, mais par contre, on va utiliser l'exécution qui a été extrêmement bien pensée de Solana. Et donc, on va créer un roll-up comme ça qui utilise la machine virtuelle de Solana pour l'exécution et la décentralisation d'Ethereum en termes de sécurité sur le layer 1. Donc ça a été mis à disposition de Rune via sa proposition de Maker. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Il avait l'air de dire qu'effectivement, il ne connaissait pas et que ça avait l'air intéressant. Mais lui, il avait vraiment cherché à forquer Solana pour sa superbe efficience en fait pour l'exécution. Et ça montre quand même le bon travail, même si on les critique beaucoup pour d'autres aspects, mais Solana a fait un excellent boulot sur sa blockchain. À ce sujet-là, ils sont vraiment peut-être leaders d'un point de vue de l'exécution. Je dirais en concurrence aujourd'hui avec sans doute ce que fait Starknet et Cairo, qui optimisent l'exécution dans un monde de zero knowledge. Quoi. Et puisqu'on a cité Aave il n'y a pas longtemps, je paraphrase Mark Zeller qui avait à un moment donné, c'est écrit, dit que Solana était une solution très élégante techniquement. Donc pour que Mark te dise qu'un truc est élégant techniquement, c'est que le code doit clignoter et briller. Hein. Effectivement, il y a une vraie notion de performance chez Solana à ce niveau-là. Encore une fois, par contre, ça ne changera rien. Je préfère quand même le rappeler. Ça ne changera rien pour les utilisateurs qui utilisent Maker pour créer du DAI, pour utiliser leur DAI sur Ethereum. Globalement, ce qu'ils ont sur Ethereum restera sur Ethereum. Il y a juste quelques éléments qu'ils veulent mettre de côté. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent avoir juste un truc pas forcément extrêmement décentralisé ou quoi, juste très bien d'un point de vue exécution, avec la gouvernance, avec éventuellement 2-3 données qu'ils ont à côté. Mais c'est pas leur but d'avoir leur gouvernance dessus. Et donc du coup, c'est pour ça c'est assez intéressant de voir que ça a fait pas mal de bruit sur Twitter pour en réalité pas grand chose. Enfin, en tout cas, la seule chose qui est intéressante à retirer de tout ça, c'est qu'en effet, Solana a une solution qui est bien considérée. Après, elle est bien considérée par quelqu'un qui visiblement ne connaît pas parfaitement non plus l'écosystème Solana. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un développeur parmi la tripotée de développeurs qui existe dans le monde et qui a un avis qui est basé sur ce qu'il a pu lire. Donc voilà.
Donc on est bien d'accord que le ERC20, qui est le DAI, qui est le stablecoin décentralisé de MakerDAO, restera un ERC20 d'Ethereum, qu'on va pas les créer sur Solana pour les bridger après. C'est en fait pour leur voilà, c'est pour leur tour interne, c'est pour faire leur DAO. C'est ça. C'est un usage interne finalement. C'est ça, c'est un usage interne. C'était un peu ma question tout à l'heure et j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vraiment pour la gouvernance presque des MKR, quoi, des makers, du token de chez MakerDAO, et avoir la possibilité de forker si jamais il y avait une attaque de la gouvernance. C'est-à-dire, si quelqu'un attaquait la gouvernance, possédait 51% des makers et passer un vote pour lequel au final toute la communauté n'est pas d'accord, il pourrait y avoir un fork de cette nouvelle blockchain, de ce que j'en ai compris. Je prends encore une fois avec des pincettes. D'accord. Ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Ethereum, parce que tu vas pas forker Ethereum juste parce que tu n'es pas content avec ce qui s'est passé chez Maker. Et je pense qu'une partie du drama vient que Solana a quand même réussi à emmagasiner un ensemble de casseroles qui n'est pas négligeable. Déjà le fait qu'elle s'est arrêtée plusieurs fois, enfin qu'il y a eu plusieurs fois des arrêts, qui étaient, de me souvenir, des problèmes de version, parce que ce que j'ai retenu, je suis pas un expert Solana, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut quand même une sacrée machine de guerre d'un point de vue hardware pour faire tourner Solana d'un point de vue performance. Il faut que ta RAM soit calibrée à tant de Hz, sinon ça marcherait pas. Enfin, c'est un vrai de la mauvaise décentralisation de Solana. Ouais, voilà. C'est-à-dire que d'un point de vue matériel, tu fais pas tourner ça sur des petits trucs que tu mets sur un porte-clés, quoi. C'est clairement pas ça le cas. Mais d'ailleurs, CryptoDruid là-dessus, quoi. CryptoDruid posait la question, donc c'est l'occasion d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes justement à l'époque sur Solana? C'est parce que Solana est une blockchain proof of stake qui fait que s'il y a moins de 66% des validateurs qui sont en ligne, la blockchain s'arrête. La plupart des blockchains proof of stake fonctionnent comme ça. Tout à l'heure, on a parlé d'Ethereum. Si Ethereum passe en dessous de 66% des validateurs qui sont actifs, la blockchain ne s'arrête pas. Elle ne finalise plus, mais la blockchain continue. Il y a toujours des blocs qui sont créés. Dans la plupart des blockchains proof of stake, dès qu'il y a moins de 66% des validateurs qui sont live, la blockchain s'arrête. Elle ne fait plus de blocs. Donc on parle de halting, c'est l'arrêt temporaire de la blockchain. Et donc ce qui s'est passé avec Solana, justement, c'est qu'il y a plein de clients qui ont été sursollicités pour des raisons diverses et variées, mais notamment de non-maturité de la blockchain, qui avait encore quelques petits défauts par-ci par-là, qui faisait que par exemple 45% des validateurs étaient déconnectés, ils étaient surchargés, bande passante surchargée, RAM surchargée, peu importe. C'est compliqué d'être un nœud sur Solana. Si tu passais à 55% de validateurs qui étaient disponibles, la blockchain a s'arrêté. Et donc il fallait que tous ces validateurs corrigent le problème, qu'il y ait une mise à jour qui soit faite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on avait autant d'arrêts de la blockchain, parce que c'était compliqué et qu'on dépend de cette règle des 66%. Ce qui n'existe pas ni chez Bitcoin, mais Bitcoin c'est des proof of work, ni chez Ethereum. Chez Ethereum, tant qu'il existe un nœud validateur sur Terre qui fonctionne, la blockchain Ethereum, elle est disponible, elle existe. C'est très différent comme chose. C'est l'un des principes qu'on a déjà évoqué dans cette émission de liveness qui est important pour les blockchains, ou en tout cas qu'on peut considérer comme important pour les blockchains. On a envie que son argent soit, par exemple, en tout temps récupérable. Si sa blockchain s'arrête, c'est un peu pour ça qu'on peut critiquer Solana notamment depuis quelques temps. Ouais. Je suis désolé, ça va encore être technique, mais c'est surtout un problème de finalité. C'est-à-dire que sur les blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, on est sur une finalité probabiliste, donc forcément ça met plus de temps pour le consensus, mais au moins si jamais il y a des nœuds qui sont coupés, ça fonctionne toujours. Alors que sur les blockchains comme Solana avec le Proof of History et même Cosmos et Polkadot, là on est dans une finalité déterministe. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un seuil de validateurs, 66% dans notre cas, pour pouvoir fonctionner. Et si jamais on vient à passer en dessous de 66%, eh bien la blockchain s'arrête d'un seul coup. Et ça fait partie des compromis des blockchains qui fonctionnent comme ça. C'est que en soi, l'environnement d'exécution fonctionne mieux, mais tu n'as pas autant d'autonomie que tu pourrais avoir avec Bitcoin ou Ethereum. Il y a une question intéressante, à partir de combien de validateurs peut-on dire qu'une blockchain est décentralisée? Et si je peux me permettre de répondre à ça, globalement, on peut considérer qu'une blockchain est décentralisée à partir du moment où la blockchain est complètement trust-free, donc c'est-à-dire, trustless, pardon, à partir du moment où tout le monde peut venir agir en tant que nœud. Elle n'a pas besoin d'avoir un grand nombre de nœuds, de validateurs en tout cas. On s'en fiche, c'est pas une quantité absolue, c'est juste une qualité de est-ce qu'on peut venir agir sur le réseau, vérifier le réseau et ainsi de suite. Évidemment, il faut qu'il y en ait un certain nombre pour se dire que voilà, il n'y a pas que Coinbase et Binance qui vont avoir la main sur la blockchain. Mais en réalité, si demain, par exemple, la Binance Smart Chain autorise les gens à venir être validateurs dessus extrêmement facilement, en fait, elle est décentralisée par défaut. Après, elle sera décentralisée par la pratique quand il y en aura assez de personnes qui vont pouvoir travailler dessus. Ouais, j'aurais une nuance différente qui n'est pas forcément que la blockchain te laisse le choix,
mais qu'elle te laisse aussi techniquement la possibilité. C'est-à-dire que même la Binance Smart Chain, aujourd'hui, tu peux être validateur. C'est juste que techniquement, tu peux pas, parce qu'il faut avoir un data center de folie. Donc la décentralisation, il n'y a pas de définition nette et précise, hein, c'est chacun sa définition, c'est un spectre, la décentralisation. Mais le choix qu'a fait Ethereum, c'est de dire, moi, je veux que qu'un particulier chez lui puisse être un nœud validateur. Ça, c'est le critère, c'est le leitmotiv d'Ethereum. C'est qu'un particulier chez lui doit pouvoir être un nœud validateur. Et c'est ça qui est considéré comme décentralisé chez Ethereum. Ce n'est pas le cas de Solana. Solana a fait un choix différent. Elle a dit, moi, je considère décentralisé le fait que suffisamment de data centers dans le monde puissent être nœuds validateurs. Et c'est là qu'est la différence. C'est que Ethereum a choisi de se mettre au niveau du particulier, là où Solana a choisi de se mettre au niveau du data center. Les deux sont décentralisés, mais pas sur la même base. Il y en a un qui est décentralisé sur les individus du monde, l'autre sur les data centers du monde. Donc, in fine, il y en a un qui est bien plus décentralisé que l'autre. Mais ça reste un choix. Et Solana pense que c'est suffisamment décentralisé d'avoir 1000 data centers à travers le monde, là où Ethereum dit non, c'est pas suffisamment décentralisé. Moi, je veux que n'importe qui puisse faire tourner un nœud chez lui. Et un Bitcoiner qui dira qu'il faut un BlackBerry, quoi. Voilà, c'est ça. Un Raspberry. Ouais. Un Raspberry. Un BlackBerry, c'est quoi? Un Raspberry, pardon. Donc, juste un truc pour quand même finaliser ce truc sur MakerDAO. C'est plutôt intéressant de leur parler d'aller chercher en fait d'autres solutions et de se dire ok bon on a un protocole qui marche bien, on va essayer de grossir, on va essayer de grandir en infrastructure. D'un point de vue scalabilité de l'entreprise, c'est intéressant. D'un point de vue de dev, c'est super intéressant aussi. Il y a juste un truc que j'aimerais rajouter, c'est quand même que Vitalik il a pas trop apprécié. Du coup il a sorti $580 000. Je pense que c'est pas grand chose pour lui, mais c'est juste un symbole pour dire non, je ne veux pas Solana. Voilà. Il a vendu tous ses makers. Enfin, je sais pas si c'est tous, mais il a vendu une grosse partie de ses makers. Voilà, c'est fait correct. Je me désengage de ce projet. Ah bah, au moins, on sait ce qu'il pense. Ouais. Bon, et en plus, au niveau de casserole, pour rebondir sur ce qu'il disait dans le chat, il y avait une grande part. Solana a quand même été un projet qui avait été assez généreusement financé par FTX. Il y avait beaucoup de développeurs qui avaient été abonnés. Donc voilà, il y a quand même un ensemble de choses qui font que le projet avait des casseroles. Je rappelle quand même que Solana était officiellement en bêta. Donc voilà, hein. Et ils avaient en fait des exigences de performance très élevées, et comme l'a très bien souligné Gaëtan, c'était un parti pris de se dire voilà, c'est un truc où on pourra jouer à Counter-Strike sur Solana, une capacité de transaction par seconde phénoménale. On est obligé de faire des compromis et dire il faut du gros matos, il faut ceci, et on est encore en bêta parce que c'est pas quelque chose d'évident. D'où le fait que c'est surprenant que MakerDAO choisisse une machine de guerre comme Solana pour ceux qui veulent faire, alors que peut-être quelque chose de plus simple suffirait. Enfin voilà. En tout cas, voilà, on arrive à 13h30, donc on arrive à la fin de ces chroniques. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui l'ont suivi. Vous aurez bien sûr l'occasion de communiquer, de partager le lien à vos amis pour qu'ils puissent en communiquer le replay. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, n'hésitez pas à c'est vous un truc abonner. des youtubeurs de faire ça. Ouais, déjà, il est 13h30, on vous laisse partir manger. Bah oui, et juste, il y a la rentrée finée, et il y a, du coup, n'oubliez pas les webinaires aussi, ce soir. Tout à fait. Ce soir, webinaire à 18h, donc on va vous mettre le lien sur le chat. Je te laisse le faire, Cyril, pendant que je parle. Donc il y a ça. La rentrée approche. C'est le 25 septembre, c'est dans pas longtemps. Donc je vous rappelle, consultant blockchain, développeur blockchain, finance décentralisée et le petit nouveau, très prometteur, le petit prodige, le parcours tokenomics, qui va commencer par contre lui la semaine d'après. En tout cas voilà, c'est aux alentours du 25 septembre. On aura l'occasion de se retrouver tous les jeudis à 12h30. Parfois ça sera moi, parfois ça sera Jérémy Wauquiez, le président de l'école, qui aura le plaisir d'animer, ou peut-être qu'un jour ce sera Cyril qui meublera si on est tous les deux malades. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à Gaëtan, merci beaucoup à Cyril, merci beaucoup à Virgile, avec qui j'ai le plaisir immense de travailler au quotidien. Dites-vous, messieurs, dames, que ces gens-là sont aussi passionnants pendant les chroniques, sur le Discord, en papotant, et quand ils sont en live avec les apprenants. Donc c'est vraiment un véritable plaisir de travailler avec trois puissances comme eux. Voilà, je remercie toutes et celles qui nous ont écoutés. La semaine prochaine, on aura une chronique un tout petit peu particulière, puisqu'on va faire preuve d'une très grande curiosité intellectuelle. Nous allons sortir un tout petit peu de notre zone de confort pour aborder la question de l'intelligence artificielle, avec de véritables professionnels qui vont aborder le sujet. Donc soyez attentifs, ne ratez pas le prochain chronique, et n'hésitez pas à regarder le replay si vous avez envie d'éclaircir certains points. Merci à toutes et à tous, et excellente journée à tous. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.
is just always mysterious and surprising. You never know what's